la nation conduit à la négation. Je vais parler dans une présente vidéo, je fais la suite maintenant. La négation. Il faut renier, c'est ce que dit Zemmour d'ailleurs, il faut renier ses origines, il faut les occulter, il ne faut pas qu'on vous les rappelle, autrement c'est passible de certaines poursuites judiciaires. La nation, c'est la négation, et c'est intéressant parce que c'est l'enseignement de la négation. C'est l'enseignement du reniement. Tout comme l'affirmation égalitaire, qui est un des fondements, quelque part, de la nation, c'est aussi un reniement, c'est aussi un négationnisme, quelque part, pour employer une expression qui est utilisée par ailleurs, comme on sait. Mais c'est extraordinaire, appartenir à une nation comme la France, c'est apprendre à nier les faits. C'est un déni de réalité, qui s'assume comme tel, d'ailleurs. Et donc, quelque part, la nation ne peut pas être favorable aux Juifs. La nation qui est justement, notamment affirmée à partir de la Révolution française, la notion de citoyen, encore, à mon avis, cette notion de citoyen est plutôt une notion impériale. Enfin, on en a parlé. En tout cas, les Juifs ont été réfractaires à cette idée d'assimilation, de nation. Ils ont revendiqué et assumé leurs différences en tant que collectivité. Et les musulmans, c'est à peu près pareil. Voilà deux populations qui sont réfractaires à la notion de nation. Quant aux chrétiens, c'est un sujet un peu compliqué, parce qu'au fond, les chrétiens, ils seraient plus favorables à cette notion de nation, il semblerait-il. Ça les gênerait moins. Et il faudrait comprendre pourquoi ça en est ainsi. Et en même temps, de ce fait même, ils ne comprennent pas ni l'islam, ni les musulmans en France, ni les juifs en France. Ils ne veulent pas les comprendre parce que ces juifs et ces musulmans ne respecteraient pas le principe fondamental, l'impératif national, qui a été défini ainsi, et qui est, à mon avis, d'abord un déni. Et l'enseignement d'un déni. Et alors, donc je dis, il faut opposer le peuple, la nation et l'empire. Moi, je suis beaucoup plus favorable à l'empire qu'à la nation. Et de toute façon, beaucoup de nations sont en fait des empires, dans les faits et dans leur histoire. Donc effectivement, une espèce de basculement de la diachronie vers la synchronie. Et d'une certaine manière, il faut bien reconnaître que l'Empire remet en question l'idée d'ensemble homogène comme constituant une unité viable. Dire non, ces ensembles doivent se retrouver dans un empire et doivent se côtoyer dans un empire. Et la nation, elle, remet en question l'empire en disant pas du tout, il faut respecter la spécificité de chaque entité et lui donner une indépendance pleine et entière. Donc nous avons la véritable guerre entre nation et empire. Fondamental, ça n'a pas été suffisamment dit. Et d'ailleurs, c'est un écartèlement. La France, par exemple, a été impériale. Elle a été conquérir, elle a été occupée des populations de religions, de races très différentes de celles
la métropole. Elle les a d'ailleurs laissées là où elles étaient. Et on parle même des Antilles aussi, bien sûr. Le problème s'est posé quand ces parties de ces populations conquises, colonisées, par la décolonisation même, justement, sont parfois ont parfois reflué, ou en tout cas ont pu arriver en métropole. Et c'est là justement que la question de la nation est devenue plus compliquée à gérer, avec des phénomènes de rejet, justement. Mais heureusement, la nation était fondée sur le droit. Et le droit, c'est la règle du jeu pour la nation. C'est le droit qui permet l'égalité, c'est le droit qui interdit de dénoncer les différences et les origines. Et par conséquent, la nation n'existe pas sans le droit, et le droit permet de tout transformer magiquement, en quelque sorte, en citoyen de la nation. Et par conséquent, dès qu'on dit à quelqu'un, justement, quelles sont ses origines, il dit, moi, de toute façon, moi, je suis de nationalité française, point final. Il y a un refus, une fin de non-recevoir. Voilà, moi, j'ai ma carte d'identité, ok, point de problème. En réalité, d'un point de vue impérial, l'idée que l'on sache d'où viennent les gens et qu'on accepte qu'ils soient spécifiques à leur groupe d'appartenance, rien d'extraordinaire. Mais dans le cadre national, c'est insupportable, paraît-il. Alors, vous comprenez bien que dès lors qu'une... Alors, il y a des pays qui sont devenus impériaux et qui étaient au départ des nations. C'est le cas d'Israël, justement. Alors, Shlomo Sand, d'ailleurs, propose une confédération entre la partie arabe et la partie juive de la Palestine. Parce que la Palestine, c'est tout ce qui est entre le Jourdain et la mer Méditerranée, en quelque sorte. La Palestine le monde n'est pas censé réserver à la Cisjordanie. Et d'ailleurs, l'agence juive, avant la création de l'État d'Israël, s'appelait l'agence juive pour la Palestine. Donc, oui, je me sens défavorable à une confédération. Donc, quelque part, il admet l'idée d'empire, finalement. Parce qu'une confédération, ce sont des empires. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec lui. Donc, lui-même, finalement, il est hostile à la notion de nation. Il reconnaît qu'il faut respecter les différences. Mais à ce moment-là, il est aussi hostile à la notion d'État juif. Parce que l'État juif ne correspond pas à la réalité israélienne. Et en ce sens-là, comme ça le gêne de parler d'État juif, il s'est amusé à montrer qu'il n'y avait pas de peuple juif, etc., etc., etc. Ce sont les vraies motivations de Sand dans tout son travail et ses 3 bouquins sur la question. L'invention du peuple juif, je ne suis pas juif, et autre chose encore. Voilà, donc finalement, il est pour un empire, pour une confédération, et il s'imagine que il faut que pour qu'Israël renonce à son nationalisme, il faut prouver que, en fin de compte, le peuple hébreu n'existe pas. Alors, il utilise quand même des moyens un petit peu disproportionnés par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Enfin, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, j'en reste là pour l'instant.